L'Organisation internationale de la francophonie ont débuté l'opération vendredi après un entretien avec les acteurs impliqués dans cette marche. Merci de nous rejoindre au cœur des contestations électorales lors des scrutins de 2011. Le processus d'audit externe du fichier électoral a été lancé vendredi à Kinshasa et c'est une équipe d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie qui a entamé cette opération de fiabilisation de ce fichier électoral. Des observateurs de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile seront associés à cet exercice. Bibi Chungoa. La mission internationale d'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo a ouvert ses travaux ce vendredi. Composée des experts venus de l'Organisation internationale de la francophonie, ceux de la Commission électorale nationale indépendante, le représentant de la majorité et opposition parlementaire et extra-parlementaire, des membres de la société civile et des indépendants, ce comité ad hoc vient, après identification de ses membres, de prendre en compte des documents constitutifs et réglementaires. À ceci s'ajoutent les chronogrammes des activités. C'était à l'issue de 2 sessions organisées ce vendredi sous la direction du général malien Siaka Sangagé de l'OIF. Cela dénote une volonté commune de faire en sorte que les futures élections puissent se tenir sur la base d'un fichier électoral fiable, mais également dans un climat politique apaisé. Et cette volonté, nous l'avons vraiment notée avec beaucoup de force. Et il est important que ces partenaires aussi puissent suivre de près l'évolution non seulement de la scène politique, mais l'évolution de la mise à jour du fichier électoral puissent être associés et apporter également leur contribution dans la consolidation des acquis, mais également dans la solution des faiblesses. Pour son imprégnation, l'équipe a aussi bénéficié des informations sur l'état du fichier électoral de la RDC depuis son premier enrôlement réalisé en 2005. Une présentation du secrétariat exécutif national de la centrale électorale. Le fichier de 2011 contenait 30 623 319 électeurs. Donc il était fiable à la taille du territoire, comme vous pouvez le voir avec le communiqué de presse pour 2011, et à l'échelon de ville, et il ne l'était pas plus bas. C'est toute la problématique. Comment être sûr que l'électeur a réellement voté dans sa circonscription et uniquement dans sa circonscription et que ce soit un bureau de vote qui lui permette de voter, qui soit proche de son lieu de résidence. Parce que l'effectivité du vote, il ne suffit pas que vous soyez dans un fichier pour voter. Après ces explications techniques, ces experts de la mission internationale d'audit du fichier électoral de la RDC ont aussi échangé avec les membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante sur la méthodologie du travail. Pendant ces temps, la Commission électorale nationale indépendante multiplie des séances de sensibilisation pour une participation active aux élections. Sa dernière cible était les femmes de Gungu dans la province de Bandundu. Activité menée lors du Festival national de Gungu auquel a pris part quelques membres de cette institution électorale. Tous les rendez-vous auxquels participent les électeurs et candidats sont mis à profit par la Commission électorale nationale indépendante. Invitée au Festival de Gungu, la centrale électorale, cette institution d'appui à la démocratie, a capitalisé sa participation par une sensibilisation de la femme aux élections. Représentée par la questeur de la Commission électorale nationale indépendante, accompagnée de quelques membres du bureau, l'équipe a, à travers les cadres de concertation tenus pour la circonstance, exhorter les femmes à se former et à s'informer sur les élections en vue d'un vote responsable. Nous verrons également pour encourager toutes les femmes à pouvoir s'engager résolument, non seulement pour qu'elles puissent se faire élire, mais aussi prendre en compte le processus électoral dans son ensemble en allant voter. Nous avons voulu circonscrire uniquement la question de la femme parce que l'événement d'aujourd'hui nous met tous autour d'une grande dame. Constituant la majeure partie de l'électorat congolais, la jeune féminine détient des potentialités à valoriser à tout prix. La présentation des 6 candidates aux élections provinciales pour la cité de Gungu en est une illustration. L'importance de la participation féminine active aux élections, un pari à gagner pour le cadre des concertations genre. La composition de l'équipe de la CENI pour ce rendez-vous de Gungu en témoigne. Nous pensons qu'au niveau des élections, il est vraiment temps qu'on tienne compte de la femme lors des élections. Elle est majoritaire, elle subit en fait ses propres choix aussi.
Et là, c'est le même cri qu'on a eu avec les femmes de Goungou qui voudraient bien que l'on entende une fois pour toutes. Et je crois que la législation de notre pays doit évoluer, comme ailleurs. Le séjour a aussi été bénéfique pour cette équipe de comprendre le fonctionnement de l'antenne électorale de Goungou. Autre point chaud de l'actualité, c'est la remise officielle à la RDC de ces 2 militaires arrêtés au Rwanda pour, à Printemps, violation de l'espace rwandais. L'un a passé 2 mois dans le géol et l'autre 1 mois. La cérémonie des remises des libertés s'est déroulée en présence des généraux congolais Fall Sikabwe de la 34e région militaire et Vital Awachango, numéro 1 de la police en province. Patrick Sialoua. C'est après une détention de 8 mois pour les policiers, 1 mois pour ces militaires, qu'ils viennent tous de recouvrer leur liberté grâce au mécanisme conjoint de vérification des frontières de la CIRGL. C'était en décembre 2014 et le deuxième en juin 2015. Tous 2 ont été arrêtés. Bon, il y a un qui s'est retrouvé en territoire rwandais. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances. Toujours est-il qu'il est allé vers la force publique et c'est lui qui s'est présenté. C'est quand on a reconnu que lui, il est agent de la force publique, finalement, on a mis main sur lui. L'autre, par contre, était de service quelque part ici et il s'est retrouvé de l'autre côté de la barrière. Et il était en état d'ébriété. C'est comme ça qu'ils ont été arrêtés. Et puis, nous avons été saisis par écrit par la hiérarchie, donc la partie congolaise. Et nous avons fait les démarches, c'est ce qui ont abouti à la libération des 2 éléments. Le remise officielle est intervenue ce samedi en présence des autorités politiques et militaires de la province. Un geste salué par le gouvernement provincial, ici représenté par le vice-gouverneur. Nous avons nos 2 compatriotes suite au fait qu'il est difficile d'apprécier la ligne frontière. Ils se sont retrouvés dans le territoire voisin au Rwanda et ce sont des hommes en uniforme et nous sommes contents qu'ils nous soient revenus, qu'ils nous soient retournés sains et saufs. C'est l'occasion de remercier le mécanisme conjoint mais aussi la coopération entre nos 2 pays. Ces policiers disent avoir subi des tortures pendant ces 8 mois de détention dans une prison souterraine à Rubavu, au Rwanda, car l'armée rwandaise l'aurait pris, dit-il, pour un espion. Rendons-nous à présent à Mwanda, dans le Congo central, nous vous l'annoncions, où le fermier de Yema jubile après la première récolte de manioc sémé dans l'espace réservé à la société pétrolière Perenco, un projet fructueux financé par la dite société pétrolière. Alain Boma. Nous sommes à Yema, dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central, à quelques encablures de Cabinda en Angola. Sur cette étendue de 80 hectares, la société pétrolière Perenco finance depuis 2 ans le projet d'agroforesterie qui offre la possibilité d'associer les cultures d'acacia, de manioc et de maïs. Sur place, 20 familles y travaillent. Le secret de leur réussite, c'est de nouvelles techniques apportées par l'expertise du Centre d'appui au développement intégral de Mbakana et du CARJ. Et ça, le OASIK, donc, en tout cas, c'est pas donc, plus de 15 cm, de 20 cm. Or, biso donc nailon ya kala, chaka donc ya 50, 60 cm. Donc baye na modèle mususu donc ya sika. Et puis ezoboto donc c'est qui toko. 2 ans après, le résultat est là, avec la première récolte de manioc. Entre 17 et 22 tonnes y est attendu sur 80 hectares. J'ai vraiment le sentiment de joie parce que chaque chose a son début et sa fin. Aujourd'hui, le début, c'était la mise en place de ces champs agroforestiers. La finalité aujourd'hui, c'est qu'on a récolté, nous avons les pionniers entre nos mains, donc les premiers résultats de la récolte de manioc. La société pétrolière Perenco qui finance ce projet dit poursuivre un objectif noble. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir donner l'opportunité aux communautés de développer des activités génératrices de revenus et indépendantes de l'activité du pétrole pour leur permettre justement d'évoluer, d'améliorer leurs conditions de vie. Le projet doit s'étendre sur 170 hectares et la contribution de tous est sollicitée.
Ces substances ont été directement acheminées dans une usine de transformation des produits agricoles dont l'inauguration est intervenue jeudi à Kinkasi, un village du territoire de Mwanda. Sur cette superficie de 312 mètres carrés, au village de Kikanzi, dans le territoire de Mwanda, est bâti ce bâtiment de 4 mètres de hauteur. Cet édifice va servir d'usine de transformation des produits agricoles. Lors de l'inauguration intervenue jeudi à Mwanda, la société pétrolière Perenco, qui a financé la construction de ce bâtiment, est revenue sur les objectifs poursuivis. Si notre société Perenco s'est investie et continue de s'investir autant dans ce projet d'agroforesterie, c'est parce que nous souhaitons lutter contre le faible rendement des cultures, lutter contre la destruction des galeries forestières et en définitive lutter contre la pauvreté et protéger l'environnement. C'est-à-dire que l'objet à terme est le renforcement des capacités des populations à produire par elles-mêmes en appuyant des actions créatrices d'emplois pour réduire la pauvreté, et l'accès aux services sociaux de base en vue de rendre ces populations autonomes dans leur prise en charge. Pour la gestion de cette usine, Perenco Rep a signé un partenariat avec le diocèse de Boma qui, lui, travaille avec l'italien Texter qui a fourni le matériel. Les maniocs, quand il arrive de l'autre côté. Il y a les mamans qu'il va épeler, tout ça. Puis on va mettre dans les bacs de rissage, dans l'eau, plus ou moins de 36 heures, 24-36 heures. Puis on vient enlever. Et quand on vient enlever, on va mettre dans le séchoir. Ici, dans un processus plus ou moins de 6 heures, 8 heures, ils viennent sécher. Et il est prêt, les produits, pour faire les foufous, pour avoir tous les foufous. Et puis à l'intérieur, il y a les moulins, il y a la machine pour faire les micro-croisettes, tout ça. Ça, c'est un peu dans le processus artisanal qu'il y a dans les villages, que plus ou moins pour voir les foufous, il faut 11 semaines de travail. Ici, avec 48 heures, vous avez les foufous. 6 heures donc va désormais suffire pour transformer les cossettes en farine de manioc, de quoi réjouir les bénéficiaires. Le directeur général de Perenco, qui est fin mandat, souhaite voir cette dynamique de développement durable de la communauté de Mwanda être maintenue. Autre chose à présent, la promotion et le financement de l'électrification des milieux ruraux et périurbains sont d'une grande importance pour le développement de l'RDC. Propos du vice-premier ministre et ministre de Pétentique, Thomas Louaka, qui a représenté le premier ministre à la cérémonie d'ouverture officielle de l'atelier des restitutions des études et la création d'un établissement public chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieux ruraux et périurbains, dénommé ANSER, réalisé avec l'assistance de l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie. Suivez tour à tour le vice-premier ministre Thomas Louaka et la vice-ministre de l'énergie. La promotion et le financement de l'électrification des milieux ruraux et périurbains revêt une importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo. En effet, au regard des besoins de notre économie en pleine croissance, la desserte en énergie électrique de notre pays est encore insuffisante. Les taux d'accès national à l'électricité de 15% est en deçà de la moyenne des pays de l'Afrique subsaharienne, située à 30%. Dans les milieux ruraux, où vu la majeure partie de la population congolaise, les besoins sont encore plus importants, avec un taux de pénétration de l'électricité de moins d'1%. Cette faible desserte en électricité, en dépit des grandes potentialités énergétiques dans notre pays et si richement doté, a eu pour effet de retarder considérablement le développement de la République démocratique du Congo. Nous avons le devoir de lui garantir une naissance aisée, et ce, dans les règles. Nous devons donc baliser le chemin de cet établissement pour lui permettre de contribuer à l'accroissement du taux national de desserte en énergie électrique. Sa mission de promotion et de financement est essentielle pour ce faire. La clôture de travaux de la mission conjointe de la Task Force Interagence des Nations Unies des préventions et des maladies non transmissibles est intervenue vendredi dans la soirée. De ces assises ressort une ferme volonté de pousser les pays à élaborer plusieurs plans d'action multisectoriels de lutte contre les pathologies non transmissibles. Les résultats de notre mission se présentent de la manière suivante.
Nous nous sommes rendus compte qu'en ce moment, il n'existe pas des plans de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Ce plan sera global, holistique, de sorte qu'il abordera tous les déterminants sociaux de la santé. Ces résultats découlent d'une série d'études approfondies menées en République démocratique du Congo sur la prise en charge de maladies non transmissibles. L'évaluation a permis à ce panel d'experts venus de l'OMS, du PNUD, de la Banque mondiale et d'autres agences des Nations Unies de s'enquérir des efforts entrepris par le pays. Un plan d'action sera monté pour renforcer la stratégie nationale dans la lutte contre les maladies non transmissibles, des pathologies qui constituent la première cause de mortalité à travers le monde, notamment par manque des signes d'alerte au départ, d'où quelques-unes de ces recommandations. Croyons que l'avant-projet de plan pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles devrait être finalisé le plus vite possible et les agences des Nations Unies devaient appuyer les efforts du gouvernement dans ce domaine. La chose la plus importante, c'est que la structure devrait être multisectorielle, elle devait être opérationnelle et il serait donc possible de fournir un appui au gouvernement ainsi qu'à tous les partenaires dans le pays. L'Union fait la force, dit-on, par la création de ce groupe de travail de l'Interagence des Nations Unies sur les maladies non transmissibles. L'Organisation mondiale de la santé entend contribuer à la réduction du taux de mortalité prématurée due à ces pathologies à 25% d'ici à 2025, car les MNT constituent de nos jours un obstacle majeur au développement durable. La Direction générale des impôts, DGI, appelle tous les contribuables soumis à l'impôt sur les profits et bénéfices de s'acquitter du premier acompte provisionnel avant le 31 juillet prochain, faute de quoi les récalcitrants seront soumis à des pénalités. Patrick Mwamba Mukengeshai, chef de centre des impôts de Kinshasa, la DGI, s'explique au micro de Constantin Tamboué. Les comptables concernés par le versement de la compte provisionnel, ce sont les contribuables qui relèvent de la gestion de la direction des grandes entreprises de DGE, ceux qui relèvent de la gestion des centres des impôts, parmi lesquels le centre des impôts de Kinshasa, ainsi que ceux qui relèvent des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts. Il est rappelé à tous ces contribuables concernés que je viens de citer qu'ils doivent verser le premier acompte provisionnel au plus tard le vendredi 31 juillet 2015. Mais ils ne doivent pas seulement attendre ces jours-là, cette date-là pour qu'ils viennent en masse. Déjà, à partir du 1er juillet, ils étaient déjà appelés à venir, n'est-ce pas, verser l'acompte provisionnel. Le défaut de versement, bien l'insuffisance du paiement de l'acompte dans le délai, donne lieu à une majoration, bien une amende égale à 50% du montant de l'acompte non versé. Le taux de l'acompte provisionnel est de 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable, donc l'exercice des revenus 2014. Cet acompte, puisqu'il y en a deux, ici nous parlons du premier acompte provisionnel. Il y aura un deuxième avant le 1er décembre de cette année. Le premier, c'est avant le 1er août. Donc, ça dit, le dernier jour, c'est le vendredi 31 juillet. En sport, le Grand Prix Billy Construction va se courir les dimanches 26 juillet prochain dans les artères de Kinshasa, la capitale. Maria Tsakou, la présidente de la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa, l'a annoncé en exclusivité pour B1 au micro de Jean-Luc Kainda. Donc, ça sera un petit parcours en fait. On a décidé de prendre la commune de Barombou comme lieu du circuit. Ce sera un circuit fermé. Donc, le départ sera donné donc, dimanche 26 à 9h devant le marché de Barombou, de Kabamba plutôt. Donc, après, il y aura un petit circuit de 4 km et demi. Au total, on arrivera à 103 km. Donc, Itaga, Croix-Rouge, Kassabou, je pense.
Kabamba, puis on revient sur le même parcours. Donc on fait ça 23 tours, on fait un petit parcours anticipé. En fait, c'est l'occasion, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire venir les sponsors un peu pour voir comment on peut faire la publicité avec des fanfares, avec la publicité, les t-shirts, tout ce qui peut être mis en place en fait, pour faire la publicité des entreprises. Donc on espère que tout le monde sera là. Donc le départ est à 9h du matin. Donc venez nombreux, venez nous soutenir, venez soutenir les cyclistes. Le tennisman de la RDC devant représenter le pays au Congo sont maintenant connus. La Fédération des tennis des tables a publié et présenté au secrétariat du Comité olympique congolais la liste des 10 athlètes sélectionnés pour les Jeux africains Brazzaville septembre 2015. Il fallait attendre l'issue de la 4e journée d'épreuve des sélections programmée par le Comité olympique congolais. 4 journées d'épreuve de sélection pour l'équipe nationale de tennis de table aux prochains Jeux africains Brazzaville septembre 2015. 10 athlètes se sont démarqués. Il y a 5 garçons et 5 filles. Nous pensons déjà que pour le garçon, il y a un grand regret du côté de technicien parce que le 5e était un élément très valable. Mais j'ai toujours dit que c'est ça les épreuves de sélection. C'est le plus fort qui reste. C'est ça. Donc le plus fort, Zomba était plus fort, donc il est obligé de rester à sa 5e place par rapport à Dinganga qui risque qu'il la rate parce qu'il venait de perdre encore un dernier match qui voulait constituer un espoir pour lui. Voilà. Mais je suis très satisfait de la préparation. Ce qui nous reste maintenant, il nous faut ces 2 compétitions et ce stage pré-compétition. L'entraîneur Manu Maola estime qu'en 4 journées, dites du Comité olympique congolais, la République démocratique du Congo a une équipe aguerrie malgré les petites retouches à réajuster. Nous sommes au point. Maintenant, nous sommes dans la phase de maintien de la forme. Techniquement, ils ont répondu. Il y a que petites failles à corriger par rapport au déplacement, aux appuis. Nous avons amélioré ça dans le peu de jours que nous avons resté. Donc, ça va aller. Avec ambition de faire le podium à Brazzaville, le Comité olympique congolais se déclare avoir atteint ses objectifs. Les ambitions, justement, cette approche élitiste doit justement rencontrer les préoccupations de l'opinion sportive nationale qui, à chaque participation, réclame des résultats, réclame des podiums, réclame des médailles. Voilà, donc avec cette approche élitiste, nous disons que nous allons faire mieux qu'à Gaborone. Voilà, les ambitions sont claires. Nous avons mis tous les atouts de notre côté. Nous avons mis l'intelligence qu'il fallait ou qu'il faut pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. 5e et dernière journée, Comité olympique congolais, c'est au mois d'août prochain. Toujours en sport, je vous le disais, ouverture à Maïcha Park à Kinshasa du 6e championnat d'Afrique centrale de taekwondo. La République démocratique du Congo, pays hôte, a déjà qualifié 6 athlètes messieurs et 5 dames pour la finale. Jean-Louis Lukanda et Darlene Zouzi. Première journée du 6e championnat d'Afrique centrale RDC Kinshasa 2015. Les Léopards taekwondoïs s'offrent des qualifications pour les finales. Cette victoire, c'est un motif de fierté pour nous. Je crois que j'avais dit avant ce combat ou ce championnat que la RDC allait se distinguer. C'est en train d'être livré. Nos athlètes se sont déjà distingués cette fois. Nous attendons les médailles d'or. Je crois que nous avons déjà beaucoup d'athlètes en finale. Et vraiment tout le plaisir est pour nous. C'est bien quand on organise et qu'on gagne comme ça. Sur l'ensemble de pays attendus à Kinshasa, 5 sont au rendez-vous. Nous avons les pays de la sous-région qui ont répondu présents, notamment le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Tchad, et la République centrafricaine qui vient à peine d'arriver, et puis notre pays, la RDC. Le Rwanda, à la dernière minute, c'est seulement hier qu'ils nous ont dit que par rapport au déplacement, ça posait un peu problème à leur niveau. Ils ne seront plus se présenter, puisqu'ils organisent aussi au même moment le championnat zone 5 qui doit se passer chez eux. Alors venir chez nous et repartir, je pense que les enfants risquent peut-être d'avoir des petits bobos et puis ne pas bien affronter
leur championnat. Le secrétaire général de la Fédération tchadienne de taekwondo reste confiant sur la qualité des athlètes amenés dans ce championnat. Moi, j'ai amené 4 filles et un garçon. Je dois repartir au pays avec 5 médailles en or. Ça, je vous le promets, 5 médailles en or dans toutes les catégories que j'ai présentées des athlètes. On ne va jamais les décevoir et je vous promets que je vais ramener des médailles en or. C'est demain dimanche 19 juillet qu'on connaîtra le classement final de ce 6e championnat d'Afrique centrale. Et puis, avant de se quitter, retenez que Canal+ a procédé ce samedi à l'inauguration de sa nouvelle boutique de distribution. Le siège, c'est le Palais du Peuple, une manière de se rapprocher davantage de sa clientèle parlementaire. Cédric Ebondo et Magloire Mbaki ont pris part à cette cérémonie. Il n'y a pas mieux pour une entreprise que de se rapprocher de sa clientèle et répondre à ses attentes. C'est dans cette optique que Canal+ vient